Il y a des moments dans nos vies où on ressent le besoin de changer de direction professionnelle. Ça peut être motivé par un manque de satisfaction dans notre travail, une perte de motivation ou tout simplement l'envie de poursuivre une nouvelle passion. Ce podcast s'intéresse aux solutions qui s'offrent à nous pour accéder à un métier qui nous fera enfin vibrer. Le chemin de la reconversion peut sembler effrayant, rempli de doutes et d'incertitudes. Mais c'est aussi une opportunité pour atteindre un quotidien professionnel qui ait plus de sens pour nous, qui nous donne une meilleure qualité de vie et qui nous permet de nous épanouir pleinement. Bienvenue dans notre podcast sur l'épanouissement professionnel, où on vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des conseils avisés et des astuces pour réussir votre reconversion. Osez rêver, osez changer de cap et devenez le héros de votre propre histoire professionnelle. Salut Davy, Salut Damien. ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Ouais. Bah écoute, super bien. Bon, on se connaît bien tous les deux? Ouais. Je crois un petit peu. Hein. Ça commence? Non, mais autant être transparent, on travaille ensemble. Donc, on travaille tous les deux chez Sensei. Aujourd'hui, je t'ai invité dans ce podcast, dans le podcast de Sensei, pour qu'on parle de VAE. Parce que c'est un sujet qu'on adore à Sensei. J'avais beaucoup envie, justement, nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à le démocratiser parce que c'est un produit dans lequel. C'est un dispositif dans lequel on croit beaucoup. Et toi, tu es un peu notre expert VAE chez Sensei. Du coup, j'avais envie d'en parler. Par contre, les gens ne te connaissent pas forcément. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui t'es, ton rôle dans la société, Ouais. et que on sache un peu plus qui est Davy devant nous. Avec plaisir. Donc moi, c'est Davy. Je suis cofondateur de la société, donc de Sensei. On a lancé le projet en 2021. Donc l'idée étant, sans trop s'éterniser sur la question, mais d'apporter un service à des particuliers sur leur mobilité professionnelle. Voilà. Donc la mobilité professionnelle, ça passe par différents axes, comme la formation par exemple, c'était notre but initial, le bilan de compétences, qui est aujourd'hui notre schéma phare, si on peut appeler ça comme ça, on reviendra dessus peut-être après, et puis effectivement la VAE, qui est un produit très intéressant, méconnu. Donc moi, mon rôle aujourd'hui dans la société, j'arbore, on va dire, plusieurs casquettes. La casquette de gérant, donc là, c'est un peu le côté paperasse, gestion de la société, etc. Mais surtout, je suis responsable de la production. Donc je m'occupe vraiment de tout l'aspect solution à apporter à nos clients, l'aspect produit aussi. Quel service finalement on peut offrir à notre client, à nos élèves, à nos bénéficiaires, pour qu'ils puissent arriver à leurs objectifs qui sont, en règle générale, des projets professionnels. Toi, tu fais en sorte en fait que les gens ils trouvent leur voie et en tout cas qu'ils arrivent au bout du projet professionnel qu'ils portent. C'est ça. Et écoute, je pense que tu es la bonne personne pour nous aujourd'hui. Bon. Et pour qu'on puisse parler du coup de ce beau dispositif qui est la validation des acquis par expérience. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, on va décomposer ce mot. VAE, validation des acquis par l'expérience. En réalité, qui dit validation, dit déjà pour valider, il faut que quelqu'un valide. Donc en réalité, c'est un examen. Quand on parle de VAE, c'est un examen. Au même titre que l'examen final à la fin d'une formation va attester qu'on a bien acquis les compétences suite à la formation qui sont visées. On va obtenir un diplôme. La VAE, c'est pareil, c'est cet examen qui va valider qu'on a bien validé des compétences, qu'on a bien acquis des compétences, et qui va nous permettre d'obtenir un diplôme. La seule différence avec la formation, c'est que là, on n'acquiert pas des compétences par le biais de la formation, mais par le biais de l'expérience. Donc en réalité, la VAE, c'est un autre chemin que la formation, mais qui arrive au même but, obtenir un diplôme. Ok, donc en fait, la VAE, ça va me permettre, parce que j'ai l'expérience, en fait, je peux prétendre à ce diplôme. Ouais. Et du coup, sans passer par la case, effectivement, aller à l'école. Donc ça voudrait dire, par exemple, que si je fais le travail d'un manager ou je sais pas quoi pendant des années, j'ai l'expérience depuis, ça fait 5 ans que je le fais, sauf que moi, j'ai juste un diplôme de vendeur, par exemple, alors que je manage tout le monde. Je pourrais potentiellement avoir, je sais pas, j'ai qu'un bac plus 2, prétendre un bac plus 3. Tout à fait. Parce que j'ai l'expérience. C'est l'idée. Et c'est le but de la VAE. Exactement. Sans me faire passer par l'école. Voilà. Ok. Vachement clair. Voilà. Pour l'instant, ça va. C'est pas trop compliqué. Non, pour l'instant, je te suis. Commence en douceur alors. Je te suis. Mais du coup, on parle de diplôme. C'est vrai que, je fais une petite parenthèse qui m'intéresse pas mal. C'est aujourd'hui, effectivement, les gens avec la VAE, ils vont avoir un diplôme. Mais est-ce que c'est encore
aussi important aujourd'hui, un diplôme? Parce qu'on voit beaucoup de choses, souvent dire qu'aujourd'hui, on ne regarde pas les diplômes, on regarde les savoir-être, on regarde comment la personne fonctionne. Euh, Est-ce que c'est pas un peu has-been, le diplôme? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a vraiment 2 degrés aujourd'hui chez un employeur. Alors, ça tombe bien, je suis employeur, donc je peux en parler. 2 degrés, on va dire, différents qui vont orienter un recrutement. Tout dépend de la nature du poste. Il y a certains postes, et notamment quand c'est des postes sur lesquels on va dire une petite porte d'entrée dans une entreprise, par exemple, on ne va pas spécialement regarder le diplôme, on va regarder l'expérience. Et ensuite, plus le poste va être, entre guillemets, élevé, va demander des compétences élevées, plus là, ouais, si, c'est quand même bien s'il y a un diplôme. Et quand on parle de validation d'acquis d'expérience, forcément, on parle de compétences qu'on a acquis en montant en expérience dans une société, donc on a pris des responsabilités en général, et c'est là qu'on veut faire valider son expérience. Donc en réalité, oui, ça a du sens parce que ça va nous permettre de postuler en général sur des postes, on va dire, sur lesquels on est bloqué. On est bloqué parce qu'on ne peut pas prétendre à ce poste-là, parce qu'effectivement, il faut un diplôme. Et l'employeur, effectivement, sur certains niveaux de poste, il va regarder le diplôme. En fait, c'est même pour gagner plus d'argent, parce que il y a beaucoup, ouais, c'est souvent ça finalement, il y a des grilles de salaire, et du coup, si tu veux gagner tant, il faut être ingénieur, ou je sais pas. C'est un peu ça aussi, non? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, il y a des sociétés dans lesquelles, pas toutes les sociétés, mais dans beaucoup de sociétés, notamment les grosses structures, il y a des plafonds, des plafonds de verre, il y a des grilles. On entend souvent ça, des grilles de rémunération, des grilles de niveau. Et effectivement, voilà, certains salaires seront accessibles qu'à des bac+2, bac+3, ou certains postes aussi seront accessibles qu'à un certain niveau d'études. Et tant qu'on l'a pas, malheureusement, on ne peut pas monter dans la société. Donc effectivement, c'est une des raisons qui pousse certaines personnes à faire une VAE. Les autres raisons, il y en a d'autres. Par exemple, donc on en a parlé, mais le fait aujourd'hui, j'ai pas un diplôme, mais si je change de société, finalement, comment est-ce que je valorise ce que j'ai appris parce que je faisais un meilleur travail? Donc ça rentre aussi un peu là-dedans. Je suis toujours sur mon exemple de celle qui faisait du management, mais qui n'a pas le diplôme. Elle peut le dire, mais si on la croit pas forcément, alors qu'avec un diplôme, peut-être qu'on la croit un peu plus. C'est ça, il y a une question de légitimité et de garantie, de crédibilité. Je prends l'exemple de Sensei, qui est un organisme de formation. Pourquoi on va nous faire confiance? Moi, j'ai beau promettre à tout le monde, leur dire oui, on propose des prestations de qualité, on va prendre soin de vous, venez, c'est génial. Finalement, c'est que ma parole. Alors que si je leur dis, regardez, on est certifié Calliope sur 32 indicateurs de qualité, on est certifié ISO 9001 sur la qualité de notre organisme, de notre système de management interne, de nos processus. Ça rassure. Ça rassure. Ça rassure et le client, et les entreprises, et les partenaires. Si j'ai pas ça, c'est que ma parole. C'est la même chose pour un diplôme. Ouais, super intéressant, effectivement. Ouais. Donc, en fait, le diplôme, aujourd'hui, il a quand même un rôle à jouer. Peut-être un peu moins quand tu es dans une logique de création d'entreprise. Finalement, tu crées ton propre truc. En logique de création, oui. Bien que ce soit en création ou même pour plus tard, quand on est entrepreneur, on va des fois avoir des étapes clés dans sa carrière. On va peut-être avoir besoin de lever des fonds, de chercher des partenaires, de s'associer. On va avoir différents types d'interlocuteurs qui peut-être auront besoin aussi d'avoir ah oui, tu veux dire les investisseurs aussi vont jusqu'au... Oui, c'est vrai qu'ils regardent le CV finalement de la personne et si elle n'a pas... Ah oui, super intéressant. Donc en fait, c'est pertinent encore pour tout le monde. C'est pertinent effectivement aujourd'hui pour tout le monde. Et j'ai envie de m'adresser aussi à une catégorie de personnes qui m'est un peu sensible parce que j'en fais partie, des personnes qui ne sont pas scolaires. Le schéma scolaire tel qu'il existe aujourd'hui, il ne correspond pas à tout le monde. Et des fois, à l'adolescence, ou à peine sorti du brevet ou du bac, on décide d'arrêter parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller bosser. C'est commencer à se faire la main sur de l'expérience. Et puis finalement, 10 ans après, tu as beaucoup d'expérience, mais pas plus de diplôme, et tu n'as pas envie surtout de retourner à l'école. Ouais, c'est ça. Donc ça, effectivement, la VAE peut permettre à ce moment-là aussi de nous apporter cette reconnaissance pro qui pourra nous servir soit d'évoluer dans notre société, soit d'aller chercher un autre métier ailleurs. Et dernier cas de figure, ça peut aussi nous permettre de nous reconvertir. La VAE, c'est une belle passerelle entre deux métiers.
Pourquoi je dis ça? Je vais illustrer le propos. Euh, Admettons, une personne a été caissière ou caissier pendant 10-15 ans. Il a fait que ça. Peut-être que lui-même, il ne sait pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Donc là déjà, première chose, moi je lui recommande un bilan de compétences, des formations professionnelles, petit coup de pub interne à Sensei. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le bilan de compétences va lui permettre de faire un état de ses compétences et de les décorréler de son métier. Et ensuite, ces compétences, elles peuvent être utiles sur un autre métier. Et si on arrive à les faire matcher avec un autre métier, ben là, il y a une reconversion qui est possible. Je ne sais pas, cette fameuse caissière, peut-être que elle a été elle est assez douée en relationnel, relation client, elle a des compétences là-dessus. Elle a des compétences. Elle était peut-être chef d'équipe ou un truc comme ça. Chef d'équipe, elle a du management. Peut-être aussi qu'elle est du coup très à l'aise avec les chiffres, il faut qu'elle fasse des reporting, etc. Bon, bah ça peut être appliqué peut-être sur du secrétariat de direction, sur de la relation client. Et finalement, il y a peut-être un petit diplôme aussi qui peut être visé. Non, mais c'est super intéressant. Du coup, vraiment, on voit que la VAE, j'aime bien l'idée de la valorisation finalement de tout ce qu'on a pu faire, le coup de tampon qui vient tester. En fait, et par la voie un petit peu du mérite. Ce que j'aime bien, c'est passer par l'expérience comme ça. Et du coup, donc on passe pas par l'école. Tu vois d'autres avantages à la VAE, donc cette certification, le fait de valoriser. On passe pas par l'école. Il y a d'autres avantages à la VAE. Je pense qu'on a... Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Et effectivement, gagner l'estime peut-être d'autres employeurs ou de son propre employeur aussi. Hein, c'est un bon moyen d'évoluer en entreprise. Prétendre à un meilleur salaire, voilà, on en a un petit peu parlé. Mais effectivement... C'est intéressant aussi, on n'a pas forcément parlé, le fait que pour valoriser, c'est un peu ça peut être une récompense aussi au sein de l'entreprise. Oui. Donc l'employeur pourrait aussi s'en servir comme un outil de fidélisation. On parle aussi beaucoup de sens aujourd'hui dans les entreprises. Exactement. Et ça peut être un bel outil de fidélisation de ses salariés en fait. C'est ça, effectivement. J'en reparlerai tout à l'heure, tu m'y feras penser. Promis, je le note. Mais effectivement, je pense qu'on abordera tôt ou tard la question d'éventuel financement. Et effectivement, la VE rentre dans le cadre du plan des compétences des entreprises. Et ça, c'est oublié en général. Okay, c'est quelque chose qui n'est pas très connu et pas très utilisé dans l'entreprise. Effectivement, ça peut être quelque chose à aborder. Je le note et je le garde pour plus tard. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on passe maintenant, maintenant qu'on sait à peu près... Moi, en tout cas, j'ai très bien compris ce que c'était. Et je pense que c'était très clair ce que tu nous as dit. Avant de rentrer dans le détail de finalement comment est-ce qu'on fait pour avoir cette VE, ce coup de tampon qui nous donne le diplôme, finalement, c'est quoi les critères d'éligibilité? Comment est-ce qu'on fait pour être éligible à une VE? Alors, le premier critère, effectivement, c'est intéressant la question que tu poses, parce qu'on n'est pas tous forcément éligibles à une VAE. Et tu vas voir, quand je vais t'expliquer concrètement les étapes, c'est quand même un travail conséquent, pas forcément compliqué, mais conséquent. C'est vrai que ce serait bête d'entamer ce travail-là si en réalité on n'est pas éligible. Donc tu fais bien de poser cette question. Premier critère, déjà, il faut justifier d'1 an d'expérience dans le domaine ciblé. Quand tu dis justifier, c'est vraiment, il faut des contrats, des trucs comme ça? Alors oui, c'est ça, il faut pouvoir tracer et comptabiliser, même on en est là, hein, comptabiliser un nombre d'heures. Et quand je dis 1 an, c'est 1 an de travail à temps plein, donc environ 1600 heures. Ok, donc je dois avoir des papiers qui attestent comme quoi j'ai 1 an d'expérience. Des contrats avec des horaires, des fiches de poste, des missions par intérim, peu importe. Ça peut même être du bénévolat ou du volontariat à partir du moment où c'est encadré, contractualisé, qu'on peut le justifier. Déjà, effectivement, il faut que ça puisse être listé et comptabilisé. C'est déjà un critère. Donc premier critère, 1 an d'expérience. Voilà, tout à fait. Deuxième critère, du coup. Deuxième critère, notre VAE n'est applicable que si on vise un diplôme. Ok, ça veut dire qu'il y a plusieurs... Explique-nous tout ça. Quand on parle de diplôme, dans l'inconscient collectif, en réalité, ça veut tout et rien dire diplôme. D'ailleurs, il y a même des centres de formation qui parlent de diplôme, alors que, légalement parlant, ce n'en est pas réellement un. Qu'est-ce qu'un diplôme ? Déjà, mettons-nous dans la peau du grand patron des diplômes, c'est-à-dire l'État. Comment aujourd'hui, lui, il va
considérer les formations ou les certifications, les diplômes qui sont reconnus. Il y a un site qui s'appelle France Compétences, qui est l'entité de l'État qui gère le catalogue, on va dire, des formations et surtout des centres certificateurs. Ça peut être du privé ou du public. Et France Compétences a 2 répertoires, 2 grandes catégories de certification. Quand je parle de la certification, c'est vraiment ce bout de papier, ce diplôme estampillé. Il y a la catégorie métier et la catégorie compétences. Elles ont un nom, un peu barbare, mais qu'on connaît quand même, c'est un peu familier. La catégorie métier, en réalité, s'appelle RNCP, donc le répertoire national de la compétence professionnelle. Oui, ça, du coup, c'est ce qu'on connaît comme ce qu'on a, le baccalauréat, c'est un RNCP. Enfin, tous les diplômes, c'est des diplômes d'école privée. Voilà, donc le BTS, les BUT, les DUT, les licences pro, les masters, les bachelors, donc que ce soit public ou privé. Même le privé, finalement, est régi par France Compétences. Donc, c'est le boss ultime de tous les diplômes. Et exactement. Les titres pro aussi. Donc les CAP, les BEP, les BP, les CQP aussi, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais ceux qui sont concernés connaissent, certificat de qualification professionnelle, tout ce qui vise des métiers. Donc un ensemble de compétences. Concrètement, comment ça marche? Qu'on soit n'importe quel organisme de formation aujourd'hui, à partir du moment où il est organisme de formation, qu'il soit d'ordre public ou privé, peut créer une certification. Et il doit la passer devant le grand magistrat France Compétences qui, en commission, va regarder si effectivement ça peut être reconnu ou pas. Donc tout ce qui est reconnu et qui est dans ce catalogue, entre guillemets, dans cette catégorie, effectivement, ce sont des diplômes reconnus. On peut y prétendre avec une VAE. Par contre, l'autre catégorie, compétences... Alors attends, quand tu dis les catégories, du coup, c'était la catégorie donc de métier, ce qu'on appelle les RNCP. C'est ça. Donc ceux-là, tu es en train de nous dire que c'est ceux qui sont éligibles à VAE et les autres donc, que tu vas nous expliquer ne le sont pas. Voilà, ne le sont pas. Et les autres, c'est tout ce qui concerne des compétences, mais juste uniques, qui ne sont pas du coup des métiers. Est enregistré par exemple et reconnu auprès de France Compétences dans cette catégorie-là, le TOEIC, un organisme privé qui s'appelle le TS Global, qui a déposé cette certification pour mesurer la compétence de niveau d'anglais. Mais c'est une compétence, c'est pas un métier. C'est pas un métier, effectivement. Donc on ne peut pas demander une VAE sur tout ce qui est dans cette catégorie. Pas de VAE TOEIC. Voilà, répertoire spécifique. Donc vraiment, VAE égale obtention d'un diplôme. Tu peux nous donner plusieurs exemples pour RNCP, des titres de RNCP et des titres de RS? Typiquement, RNCP, un responsable RH. Chef de projet digital. Chef de projet, voilà. C'est ça. Vraiment le métier qu'on va exercer. Un métier. Alors que le RS. Alors que le RS, on va être sur des compétences. Donc, par exemple, la certification TOEIC, on en a parlé. La certification, une certification en bureautique, d'ICDL Excel, ou TOSA, Excel, Word, PowerPoint. Là, on est sur vraiment des sur les trucs très certifications. Mais en général, si vraiment tu as encore des doutes sur qu'est-ce qui est considéré comme un métier ou comme une compétence, dis-toi, il y a souvent aussi un indice de durée. Un diplôme, en général, c'est sur 1 ou 2 ans. On est sur des formations longues. Une compétence, ça peut être une formation d'une journée. Donc c'est vraiment pas la même chose. Voilà. Et donc ce que tu disais, c'est que la VAE, c'est que sur les métiers. Les métiers. Ok. Exactement. Donc si je reviens à mes prérequis, 1 an minimum d'expérience que je dois justifier et un titre RNCP qui correspond à un métier. Voilà, c'est ça. En critère d'éligibilité. Ça veut dire qu'il faut forcément cibler et se rattacher à un diplôme existant et qui est enregistré au RNCP. Et on peut même rajouter, du coup, pour faire la fusion entre ces 2 critères, peut-être que nos compétences ne vont pas matcher avec le diplôme à 100%. Peut-être qu'il va nous manquer. Quand tu dis compétences, c'est en fait chaque métier est composé d'un certain nombre de compétences qui correspondent à ce métier. C'est ça, chaque diplôme. Pour être enregistré auprès de France Compétences, l'organisme de formation, qu'il soit privé ou public, il a dû dire ce métier, c'est cette compétence, cette compétence, cette compétence, etc. Et souvent, c'est divisé en blocs, un métier, et chaque bloc, il y a plusieurs compétences à l'intérieur. Peut-être que toi, avec tes expériences, tu vas correspondre à 90% à un métier, donc tu vas vouloir passer une VAE dessus, mais du coup, il faut que tu prouves que ce sur quoi tu n'as pas l'expérience, à minima, tu t'es formé. Alors, pas forcément une grosse formation, mais au moins que tu prouves quand même que tu as initié des démarches de formation. Donc, ce que tu me dis, c'est que effectivement, le diplôme que je vais trouver, le diplôme auquel je veux prétendre, donc il y a toute une liste, ça correspond à des compétences, et que si je veux passer une VAE sur ce diplôme-là, je dois avoir 100% des compétences qui sont dedans. C'est ça.
Il y a un matching à faire. Et il faut, critère obligatoire, que pour demander à passer une VAE, il faut quand même que ton expérience soit prédominante. Ça veut dire que si tu as plus de 50% des compétences du métier que tu n'as pas et que tu as suivi des formations, c'est pas une validation d'acquis par l'expérience. Autant suivre un cursus de formation, pour le coup, complet, pour avoir l'examen final, mais vraiment sur de la formation. Parce que là, l'école va estimer que non, oui, tu as une expérience, mais qui correspond plus à un stage, à la limite. Donc, c'est pas suffisant pour une VAE. Pour une VAE, encore une fois, on se met vraiment dans la peau de quelqu'un qui veut valider le diplôme, mais par son expérience. Donc, on peut admettre effectivement un pourcentage raisonnable de compétences qu'il n'a pas, dans quel cas il faut qu'il prouve qu'il s'est formé sur ses compétences, mais il ne faut pas que ça dépasse 50%. Ok. Même 50%, là les écoles en général, il y a des grandes chances pour qu'elles vous disent non, il faut prendre un complément de formation parce que là il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Donc avant de me lancer dedans, il faut que je prenne donc mon diplôme que je vais trouver sur c'est un site sur en France fait. Compétences. C'est un voilà. site, donc voilà, je trouve le C'est diplôme. Le meilleur moyen, c'est quoi, j'en choisis qu'un? L'idée c'est de faire un petit peu le tour des différentes écoles qui proposent le diplôme. Parce que déjà, c'est pas le diplôme, il y en aura peut-être 3-4 équivalents. Hein. Dans le public, il n'y en aura qu'un seul. Ouais, pour un métier, tu veux me dire qu'il va y avoir des petites déclinaisons. C'est ça. Fait. Dans le public, il n'y aura qu'un seul diplôme qui sera proposé par plusieurs écoles. Par Okay. contre, dans le privé, on peut trouver des diplômes équivalents reconnus au RNCP. Mais eux seront proposés par plusieurs écoles, donc il y aura forcément des variantes. Ce ne sera pas forcément tout le temps les mêmes compétences qui seront évaluées, et il y en a peut-être un qui correspond plus à nos compétences. Dans quel cas, autant aller sur celui-là. Ouais, c'est clair. Donc, il y a quand même un travail de recherche à faire, effectivement, pour choisir quel est celui qui me correspond le mieux, celui où j'ai peut-être le moins à compléter. Et donc, même avant de me lancer dans une VAE, du coup, je dois compléter s'il me manque des compétences. Oui. Ok. Donc, par la formation. Par la formation. Ouais. Ok, super intéressant. Est-ce que tu vois d'autres prérequis? Parce que c'est déjà pas mal. Non, je pense qu'on a fait le tour. Petite particularité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour les demandeurs d'emploi qui auraient une interruption de travail depuis plusieurs années, là, il faut vraiment voir avec son conseiller Pôle emploi ou quelqu'un qui est en mesure d'accompagner. Parce que si ça fait trop longtemps que l'expérience qu'on veut faire valider, elle a été réalisée, des fois, c'est plus trop en relation avec les compétences qui sont demandées. Ça évolue vite sur le marché du travail. Et du coup, il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a des cas spécifiques. Et là-dessus, ce sera donc trop là, compliqué. tu dis, ouais, on va peut-être pas rentrer dans le détail, ça c'est un cas spécifique. C'est le demandeur d'emploi longue durée, ça. C'est pas... Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Okay. Si on a une expérience qui est fraîche et qui cumule 1 an, on peut y aller. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Si on est demandeur d'emploi, il faudra quand même en parler, mais voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Ok, on va laisser le cas spécifique dessus, mais on va y aller tout de suite dans la VAE. Donc, disons que j'ai choisi mon titre. Donc, je vais être chef de projet digital parce que j'ai envie d'avoir ce diplôme. J'ai coché toutes les compétences. Il m'en manquait 2-3. Du coup, j'ai fait des petites formations pour compléter. Donc, ça y est, je suis prêt à me lancer dans la VAE. Comment je fais? Alors, il va avoir du coup 3 étapes. La première étape, on l'appelle la phase de recevabilité, ou on l'appelle encore le livret 1. La deuxième étape s'appelle le livret 2. Logique. Ou phase de préparation à l'oral, au jury. Et la troisième étape, c'est le jury. Voilà. Ok ? 3 phases. Ok, jusqu'à là, je te suis. Jusque-là, voilà. Maintenant, on décortique. La phase de recevabilité, autrement appelée le livret 1. C'est une phase administrative. Pas forcément marrante. Mais pas compliquée non plus. C'est un travail peut-être de fourmi, effectivement. Il va falloir déjà recenser au moins son année, ou plus, si on a plus. Mais au minimum, c'est 1600 heures d'expérience. Il va falloir les recenser. Donc, retourner chercher ses contrats, retourner chercher ses missions, ce genre de choses. Alors, en fait, on prépare un dossier pour être recevable, c'est ça? C'est pour prétendre dire que, effectivement, je coche toutes les compétences. C'est ça, c'est exactement. Il faut en gros qu'on liste toutes ces expériences pour faire une sorte de CV qui vient pointer intelligemment avec toutes les compétences qui sont évaluées dans le métier le métier qu'on vise. Donc, le titre, voilà. que tu vises. Donc si on a des expériences qui n'ont rien à voir, ça ne sert à rien, on ne va pas aller les chercher. On prend les expériences qui ont un rapport, je le rappelle, qui se cumulent de 1600 heures, et ensuite on vient les faire matcher avec leur référentiel de compétences. On fait ce CV, on fait une lettre de motivation
qui va avec. Il faut qu'on puisse motiver son projet, montrer qu'est-ce qui va derrière, pourquoi on veut avoir ce diplôme, quel est le projet qui va derrière. Et puis surtout, ensuite, il faut obtenir une date de passage auprès d'un organisme. Donc concrètement, ce livret 1, cette première étape, je fais une sorte de CV dans lequel je reprends mais vraiment toutes les compétences en disant j'atteste que j'ai fait de telle date à telle date, tel truc. C'est plus une justification. C'est ça. On ne rentre pas forcément dans le détail, mais en tout cas, il faut dire qu'on l'a fait. Je fais une lettre de motivation en disant je suis motivé pour avoir ce titre, pour peut-être pas dire que c'est juste pour une augmentation, mais en tout cas pour être valorisé parce que pour se le mériter. Donc dire pourquoi on fait ça. Et ça c'est la première étape, c'est ça ? C'est ça. Si on a fait un bilan de compétences au préalable, c'est même parfait parce que derrière on peut rattacher les éléments de la synthèse qui nous a été donnée à la fin du bilan avec le plan d'action qui nous oriente vers la VAE. Ça vient renforcer le projet et derrière c'est très bien pour le dossier qui va être adressé. On est dans une phase de recevabilité. Donc en réalité c'est comme si on postulait. C'est comme si on postulait pour dire oui moi je suis éligible à passer l'examen. Comme si, en fait, j'avais suivi une formation. J'ai les mêmes compétences que quelqu'un qui a suivi une formation chez vous. Donc, oui, je peux passer l'examen parce que j'ai acquis les mêmes compétences. Typiquement, quelqu'un qui va suivre une formation en continu, en initiale, s'il a été absent sur les 3/4 des 2 ans de son titre, on ne lui fera pas passer l'examen. Là, c'est pareil. Il faut montrer qu'il y a l'expérience qui vient remplacer la formation, mais qui est là sur toutes les compétences pour pouvoir passer l'examen. Donc en gros, ce dossier-là, il est vraiment là pour venir cocher les cases et postuler. Ça me fait penser à quelque chose. En fait, la VAE, là on parle de diplôme, tout ça, mais on peut faire sur n'importe quel diplôme, la VAE. De tous les diplômes qu'on a vus dans les écoles, on peut prétendre, je sais pas, on peut être pilote de l'air, on peut n'importe quoi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où c'est enregistré au RNCP, c'est bon. Okay. Donc oui, à partir du moment où c'est un diplôme, il n'y a pas de souci. Ok, donc en fait, n'importe quelle école, on peut prétendre dans n'importe quelle école, n'importe quel centre de formation. C'est ça. À faire. En fait, c'est une obligation qu'ils ont, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, tu parlais de pilote de l'air. Ça m'étonnerait qu'on te donne les rênes d'un avion si t'es pas diplômé. Donc l'exemple était peut-être l'exception. Je suis pas sûr parce que tu peux faire du simulateur et je pense que tu peux cocher quand même toutes les cases. À mon avis, c'est un parcours du combattant. À voir, si tu veux, on aura ce débat. C'est un challenge. On aura ce débat autour d'un café. Mais effectivement, à partir du moment où un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, va déposer une certification au RNCP, ça veut dire qu'il a déposé son évaluation. Lui-même, en règle générale, va dispenser une formation pour y préparer. Il a pour obligation, effectivement, d'ouvrir cette certification à la VAE. Okay, donc, effectivement, c'est n'importe lequel. Oui, okay. C'est ça. C'est une obligation de sa part. Et d'ailleurs, pour être renouvelé, puisqu'un RNCP, ça a une durée de vie 3 à 5 ans, pour être renouvelé, il faut qu'il prouve également qu'il y a eu des taux de réussite sur sa formation, mais aussi sur la VAE. Ok. Bon, je referme la parenthèse, parce que je t'ai un peu coupé. On était lancé sur notre livret de recevabilité. Donc, je l'ai constitué. Ça y est, je l'ai fait pour que je sois chef de projet digital. Je l'envoie du coup à l'organisme de formation. Et là qu'est-ce qui se passe ? On attend. Alors, on attend. Il y a quand même un délai. Il y a 2 mois maximum. Si on n'a pas de réponse après 2 mois, ça vaut acceptation. Ok, il peut être refusé du coup. Il peut être refusé. Même si j'ai toutes les compétences, j'ai tout ce qu'il faut, ils peuvent être... Alors non, s'il y a toutes les compétences, normalement, il n'y a pas de raison. Ou alors, en tout cas, il faudra qu'ils expliquent pourquoi ils refusent. D'accord. Dans quel cas, on corrigera ou on verra. Mais normalement, ils sont obligés d'accepter s'il y a toutes les compétences. Et si en tout cas, ils n'adressaient pas de réponse, ça vaut acceptation. Ça veut dire que lors de la prochaine session, on pourra se présenter. Ok. Donc de la prochaine session, donc c'est quoi ? On va passer en jury ensuite, c'est ça ? C'est ça, effectivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la 3e étape, c'est le jury. Okay. Donc on a parlé d'une première phase, d'une 3e étape. Il y a l'étape certainement la plus conséquente de la VAE, qu'on appelle aussi le livret 2. Alors pourquoi on l'appelle livret 2 ? On peut le remplacer par un terme qui est peut-être un peu plus connu, le terme de mémoire. C'est une forme de mémoire. En réalité, autant sur le livret 1, on a recensé les expériences, mais sans forcément rentrer dans le détail. Un petit peu, c'est plus... C'est ça, on a juste recensé pour que le compte soit bon.
et qu'on vienne dire « Eh oh, on a les compétences », autant sur le livret 2, là, on va rentrer dans le détail. Et là, il va falloir sortir sa plume, son meilleur stylo, et sortir ses capacités d'écrivain, parce qu'il va falloir, pour chaque compétence, donc du référentiel évalué, hein, il va falloir expliquer comment cette compétence, on l'a acquis, comment on la pratique au quotidien, montrer qu'on l'a en fait. Donc il va falloir peut-être prendre nos expériences, les relier avec les compétences qui sont demandées, et peut-être par des cas pratiques, par des tâches de tous les jours, ou dans telle expérience, citer, expliquer, mettre en situation des scènes dans lesquelles on a pratiqué l'expérience. On a pratiqué cette expérience. Donc C'est là, ça. on rentre vraiment énormément dans le détail, donc ça peut être super long en fait. Ça peut être très long. Moi, j'aime bien prendre cette comparaison-là, même si aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas dans les centres de formation. Mais on a tous ce souvenir-là, en tout cas à l'école. On a un programme, il y a un livre qui correspond à ça. Et on étudie le bouquin, on a des exercices sur le bouquin, le prof se sert de ce bouquin pour nous faire les cours. Pourquoi ? Parce que dans le bouquin, on retrouve toutes les compétences qui vont être évaluées à la fin, et on est formé dessus, on a le contenu qui est à l'intérieur. Là, sur la VAE, c'est à nous de l'écrire, le bouquin, avec nos expériences. J'aime bien l'image. Voilà. Donc tu arrives et tu expliques chacune des compétences, comment tu les as vécues, comment tu continues à les vivre peut-être aujourd'hui, et tout ça dans un gros mémoire du coup. Donc ça c'est le livret 2 de la VAE. Ouais. Et ensuite tu me dis que tu as un jury où tu vas... Voilà. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses dans le livret 2, non c'est vraiment Non, que... le livret 2 en gros c'est ça, voilà, c'est vraiment de l'explicitation de l'expérience et la formulation vraiment d'un mémoire conséquent qui reprend ces expériences-là et qui est capable d'apporter la preuve qu'on pratique et qu'on a acquis l'expérience qui est demandée, la compétence. Okay. L'étape qui va permettre de valider les acquis de l'expérience. L'attente attendue. Voilà, c'est cette fameuse étape de jury, c'est un oral. Okay. Alors de plus en plus, les oraux peuvent être passés en visio. Voilà, là-dessus, c'est relativement accessible. Okay. Le jury, c'est entre 4 et 6 personnes, issues directement soit du centre de formation, il va y avoir des formateurs, mais aussi des tiers issus du monde professionnel. Donc des chefs d'entreprise, des employeurs, des RH, ou des personnes concernées directement par le poste en situation professionnelle. Ce jury va écouter le candidat parler pendant une 30aine de minutes et va, forcément, on ne pourrait pas avoir toutes ses expériences, donc va cibler pendant une demi-heure certaines questions ou certaines compétences. Ok, donc en fait, en gros, ce jury va voir bien sûr le mémoire avant, j'imagine, ils vont en prendre connaissance et ils vont peut-être cibler certaines choses qui sont un peu moins claires pour savoir si il est recevable à la VAE. Et à la suite du jury, du coup, ça y est, c'est bon, on est enfin... on est validé, on est tamponné. 3 choix possibles. Premier choix, oui, on coche toutes les cases, donc on a notre validation d'acquis d'expérience, donc on a notre diplôme. Et là, notre diplôme, c'est le même que celui qui a suivi la formation en initiale, en continu. Deuxième option possible, on ne valide que partiellement les acquis par l'expérience. Pourquoi ? Je vais illustrer avec un diplôme du coup que je connais, puisque je suis en train Tu travailles dessus ? Ouais, je travaille dessus. Donc un diplôme qui existe avec une école qu'on connaît bien, qui travaille à proximité de chez nous, qui s'appelle responsable en gestion administrative et en ressources humaines. Okay. Bac plus 3. Il est composé de 4 blocs de compétences. Ok, c'est 4 gros pâtés de compétences. Okay. Voilà, c'est ça. Ces blocs-là, qu'on appelle aussi CCP, voilà, juste pour la sémantique, peut-être qu'un jour ça fera tilt. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas noyer tout le monde. En pitié. Mais ces blocs, ces pâtés, comme tu les appelles, voilà, il y a 3 niveaux de sémantique. Mais ces blocs-là, à l'intérieur, il y a plusieurs compétences. Donc on reprend notre diplôme de responsable administratif et ressources humaines. Premier bloc, on est sur la stratégie RH de l'entreprise. Conception de la stratégie, pilotage de la stratégie. Donc on est sur quelque chose d'assez prise de recul, stratégie d'entreprise. Deuxième bloc, on va être sur des compétences qui sont plutôt liées aux outils RH à mobiliser. Troisième bloc, on va être sur le processus d'accompagnement individuel, le RH avec les salariés, le RH avec le collectif, tout ce qui est lié à la formation aussi, qui font partie de la responsabilité du RH, le plan de compétences, on parlait tout à l'heure, ça c'est le bloc 3. Et le bloc 4, on est sur de la gestion de paye.
Alors, peut-être qu'une autre école qui, elle, a un autre diplôme Bac+3 sur le RH, aura autre chose à la place de ce bloc 4. Aura peut-être autre chose plutôt lié au RH. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Hein. Là, c'était le choix en tout cas de cette école qui a développé ce métier-là. Admettons qu'un candidat souhaite passer une VAE pour être responsable administratif et RH, mais il n'est jamais fait de gestion de paye. Ouais. Donc il a dû valider, si je reprends tout ce qu'on s'est dit, dans ce cas-là, il a dû faire une formation avant de se lancer. Donc sur l'ensemble il peut faire sur l'ensemble du bloc de compétences, du pâté de compétences. C'est ça. Et après, il a fait sa VAE. C'est ça. Donc admettons qu'il ait suivi une formation de gestion de paye pour compléter donc l'expérience qu'il a, mais que le jury estime que non, il n'y a pas suffisamment preuve qu'il a bien la compétence. Et ils l'ont questionné, ils lui ont mis ils lui ont fait une mise en situation. Ils l'ont mis en défaut, en tout cas, sur ce sujet-là. Et ils l'ont mis en défaut. Il remplit pas les cases. Peut-être que là, il n'aura qu'une VAE partielle, donc il n'aura que certains blocs qui seront validés. Et il faudra que derrière, il aille faire un complément. Alors là, pareil, il y a différentes méthodes. Ça peut être un complément du coup de formation, mais une formation peut-être un peu plus poussée. Ça peut être des stages, ça peut être de l'autre expérience. Mais il devra repasser derrière. Donc il va avoir une nouvelle date de jury pour repasser et faire sur ce bloc. Effectivement, c'est une sorte, en simplifié, mais c'est une sorte de rattrapage sur ce bloc-là. Mais en tout cas, il aura validé partiellement ces blocs-là. Il aura le diplôme partiellement acquis. Ok. Donc, soit je suis admis, soit je suis partiellement admis. De toute façon, on est refusé. Et j'imagine qu'on est refusé parce qu'on n'est vraiment pas bon. Voilà. Et on n'a pas de seconde chance dans ce cas-là. La seconde chance, si, c'est de nouveau postuler à une VAE, mais cette fois-ci revenir avec... Techniquement, si on a été admis, c'est qu'on avait quand même de l'expérience. Donc on peut retenter sa chance. Mais peut-être que la solution sera plutôt de suivre une formation à distance, en alternance. Ce genre de choses sera peut-être plus adéquat. Parce que peut-être que la VE allait pas. Là, il y a trop de cas particuliers pour en faire une règle. Ouais, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, donc, moi, ce que j'ai compris, du coup, c'est que ça se passe vraiment en 4 étapes. Je fais mon choix de mon diplôme. Je regarde si je peux matcher toutes les compétences. Il m'en manque. Je vais compléter avant même de faire mon dossier de VE. C'est ça, une forme de diagnostic et de préparation. Ça, je me débrouille tout seul. Ensuite, je rentre dans le cadre un petit peu de la VE. Donc, je fais ce qu'on a appelé le livret de recevabilité, le livret 1. Dans lequel je viens en fait faire le fameux CV, matching un petit peu des compétences, justification que je les ai bien faites, une lettre de motivation, et j'envoie tout ça à l'organisme qui va me délivrer le diplôme. Si ils veulent bien me recevoir, donc ils vont me donner une date de jury, donc je vais avoir une espèce d'échéance, pendant laquelle il va falloir que je fasse mon livret 2, qui est le livret dans lequel je dois, cette fois-ci, un peu plus développer tout ce que j'ai pu voir pendant mon diplôme, donc compétence par compétence. Ça, je l'ai fait de cette façon-là, je le fais tous les jours, machin. Un peu plus en détail que ce que je viens de dire, bien sûr, mais c'est l'idée, en tout cas. C'est ça, c'est l'idée. J'envoie ce livret 2, le jury en prendra en connaissance, et je passe ensuite mon oral final, sur lequel je vais être questionné sur des éléments clés, pas sur tout, bien sûr, parce que sinon ça durerait 3 jours. À la suite de ça, j'ai ma décision qui est soit recevable, soit partielle, on ne va pas revenir dessus, soit c'est refusé. C'est ça. Alors, ça paraît clair une fois, mais tous les cas spécifiques qu'on a dit, c'est quand même un produit qui... J'ai l'impression que ça fait un peu peur à tout le monde. Hein. Moi, le premier. C'est pour ça que la VE aujourd'hui est pas rentrée dans les mœurs, parce que c'est très complexe. Même là, en essayant de simplifier, en essayant... Bon, je pense que ceux qui ont suivi tranquillement ont pu comprendre. Mais oui, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est complexe. C'est pas forcément compliqué, mais voilà, encore une fois, c'est du travail conséquent. En fait, j'ai l'impression que c'est une complexité administrative tout au long... en fait, voilà, faut pas avoir une phobie administrative parce que c'est le pire endroit. Faut pas avoir une phobie administrative pour la première partie, et faut pas avoir le syndrome de la feuille blanche sur la deuxième partie aussi. Et pareil, passer devant un jury, ça se prépare aussi. Et en réalité, effectivement, c'est le petit point noir actuel de la VE, c'est qu'il y a quand même 70% des personnes qui ne vont pas au bout, qui enclenchent un processus de VE, qui ont envie, pour tous les avantages qu'on a cités en début, qui sont quand même des belles perspectives. Mais elles ne vont pas au bout. Énorme en fait. Parce que 70%, c'est clair que le dispositif, comme il est sexy, on pourrait penser que c'est beaucoup plus que ça. Et ils nous disent, on a des chiffres de pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au bout. Est-ce que c'est parce que... Parce que c'est... Alors, déjà, il y en a qui se découragent au tout début, au niveau du livret 1.
Les délais d'attente et la façon de trouver des certifications est assez compliquée. Écrire son livret 2, pour certains, c'est insurmontable et les personnes ne l'écrivent pas parce que prendre ce temps, cette méthode aussi de rédaction, d'explicitation de l'expérience, c'est pas donné à tout le monde. En général, quand on arrive à la rédaction du livret 2, ensuite, il n'y a plus que le jury à passer, normalement, ça se passe. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas jusque-là parce que ça leur paraît comme être une montagne à gravir. Et à gravir tout seul, c'est compliqué. Bon, alors, loin de moi l'idée de faire de la pub pour Sensei, c'est pas le but aujourd'hui vraiment, mais tout ça, effectivement, on voit dans le bilan de compétences qu'on pratique aujourd'hui, on accompagne les personnes dans la démarche d'introspection justement pour trouver ce qu'on veut faire, comment on veut se reconvertir, et ce qu'on peut être aussi accompagné pour une VAE. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez compliqué, ça va changer bientôt, mais je te propose qu'on se focus dans un premier temps sur comment c'est en l'état aujourd'hui et vers quoi on espère aller dans ça. Alors effectivement, je pense que c'est important qu'on passe un petit moment là-dessus. Il y a une réforme à l'heure actuelle qui a été mise en place avec des choses qui sont d'ores et déjà décrétées. C'est juste que le décret d'application n'a pas forcément encore, à l'heure où on se parle, et l'heure où ce podcast sera écouté, donc c'est-à-dire au mois de mai 2023, pour l'instant la réforme n'est pas encore mise en place. Donc on est toujours sur l'ancien schéma, mais c'est qu'une question de temps. Normalement, courant 2023, on devrait passer sur le second schéma. Okay. Mais je vais quand même expliquer... C'est quoi ce schéma actuel qui a l'air... Voilà, je vais quand même expliquer aujourd'hui comment fonctionne ce schéma-là. Ce schéma-là, on vient d'en parler du fonctionnement. Mais par contre, effectivement, avant de parler de ce qui va changer pour la suite, j'aimerais déjà parler de ce qui est possible de faire aujourd'hui en termes d'accompagnement. À l'heure actuelle, toute la première partie, le diagnostic, donc c'est-à-dire le bilan un peu de ses compétences, aller rechercher une certification, ça, c'est pas éligible à quelconque accompagnement. D'accord ? Et la phase 1, le livret 1 non plus. Donc ça, quoi qu'il en soit, c'est à chacun de se débrouiller à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif qui existe pour être accompagné dans cette partie-là. Sur cette première partie... C'est que ça n'existe pas ou c'est qu'on n'a carrément pas le droit d'en faire Non, techniquement, il y a pour l'instant dans le Code du travail, une entreprise n'a pas le droit de vendre une prestation d'accompagnement sur cette partie-là. Si c'est proposé, ça doit être proposé gratuitement. Donc c'est ce que font certaines entreprises. Après, il y a des associations qui le proposent. Techniquement, le conseiller Pôle emploi est censé s'y connaître un petit peu et accompagner, mais c'est pas tout le temps facile. C'est pour ça que chez nous, chez Sensei, on a créé tout un petit module e-learning qui explique comment s'y prendre, qui met plein de petites notices explicatives, des petites vidéos pour accompagner vraiment là-dessus. Sur la partie réflexion, donc qui est même pas incluse dans la phase 1, mais la partie réflexion, bilan, etc., il y a le bilan de compétences qui existe. Et là, le bilan de compétences, pour le coup, lui, est éligible éventuellement à un financement CPF, à condition que ça ne se soit pas détourné. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir besoin de faire un bilan de compétences. Oui, on ne dit pas je vais faire un bilan de compétences parce que ça m'aide à réfléchir pour ma VE. C'est plutôt je suis dans un questionnement. Exactement, mais on a très bien le droit de se dire j'envisage pourquoi pas de faire une VE, c'est une option, mais j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin de savoir où j'en suis dans mes compétences, je n'arrive pas à les verbaliser. Je vais déjà faire un bilan de compétences. Et ça, effectivement, ça nous aidera et ça préparera vraiment le terrain sur tout le travail du livret 1. Donc, effectivement, moi, je peux conseiller, préconiser déjà de passer par un bilan de compétences parce que le bilan de compétences, pour le coup, est finançable, il n'y a pas de souci, par le CPF notamment, ou par son employeur, et peut aider dans cette démarche. Ensuite, toute la démarche vraiment de livret 1, donc de matching, de ces 1600 heures cette année d'expérience, etc., ça ne rentre pas dans le cadre du bilan de compétences. Mais vu que dans le bilan de compétences, on a déjà travaillé sur le portefeuille de compétences, on a listé ses expériences, on pourra se resservir de certaines choses. Et de toute façon, finalement, c'était qu'un dossier qu'on crée. Voilà, c'est qu'un dossier qu'on crée. Il y a un CERFA aussi à remplir. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un petit CERFA à remplir. Et quelque part, si on a fait un travail sur ces compétences, qu'on les a listées, on a fait une grosse partie du travail du livret 1. Donc ça, c'est le livret 1. Donc, Voilà. Donc nous, derrière, en complément, on a un petit module e-learning qui est gratuit.
Ouais. totalement gratuit, disponible sur notre site internet, qui permet à toute personne qui s'intéresse à la VAE de regarder déjà, qui reprend ce qu'on s'est dit, hein, les règles d'éligibilité, qui permet de regarder si oui ou non elle est éligible. Elle a toute la méthode pour aller sur France Compétences, pour trouver une certification, etc. Encore une fois, c'est pas pour se faire de la pub, c'est juste pour expliquer que aujourd'hui, effectivement, une personne qui serait intéressée par ça peut le faire. Après, elle s'adresse à qui elle le veut. Normalement, quoi qu'il en soit, cet accompagnement, il doit être proposé ou sur Internet, il y a de quoi se renseigner. Ok. Si tu nous dis ça, c'est que pour livret 2, ça change, c'est un peu différent, Exactement. À partir du moment où il y a une validation c'est ça? Ok, donc, d'un la organisme, date de jury, voilà, à machin. partir du moment où on a été reçu, donc que la recevabilité est là, là, par contre, on peut se faire accompagner et faire financer cet accompagnement par le CPF. Ok. On parlera des financements juste après, mais effectivement, on peut faire financer la prestation d'accompagnement. Mais du coup, dans toute cette phase de- cet accompagnement, ça va consister en quoi? C'est justement là où il y a le plus de décrochés, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est assez lourd, hein, finalement, à arriver à Ouais, expliciter c'est un vrai toute mémoire. l'expérience. Mm. C'est un vrai mémoire. Donc finalement, c'est un travail de coaching, ni plus ni moins. C'est un consultant, finalement, un accompagnateur en VAE, va jouer ce rôle de coach qui va finalement nous aider. Et il y a une grosse part de travail qui est mentale, une charge mentale, de la motivation aussi, qui va être là peut-être pour faire des points réguliers, savoir où on en est. Éviter la procrastination, en fait. Et- Parce que le syndrome de la page blanche, j'arrive rien à écrire sur mon Exactement. mémoire. Alors, j'insiste bien sur le fait que le consultant, il ne va pas écrire à la place du bénéficiaire. Déjà, il n'a pas le C'est droit. important de le dire. Il n'a même pas le droit de corriger les fautes d'orthographe, techniquement, hein. Mais en tout cas, il va être là pour aider à cet acte qui est très compliqué, qui est cet acte d'explicitation de l'expérience, notamment. Donc, il va vraiment aider à ça. Et puis, voilà, il va apporter finalement un accompagnement un peu sur mesure pour le bénéficiaire. Et ça, cet accompagnement, effectivement, il est pris en charge. Ok, donc ça, c'est éligible à des aides au financement. Voilà, des aides au financement. Il peut être vendu, parce que l'autre est carrément même Voilà, interdit, en fait. l'autre est hein. interdit à la vente. Alors que là, cet accompagnement, effectivement, et nous, on a des offres aujourd'hui par rapport à ça, Ok. qui permettent effectivement d'être accompagnés sur cette phase qui est la plus difficile pour pouvoir sereinement envisager une VAE. Donc, l'accompagnateur va accompagner sur toute la rédaction du livret 2 et sur la préparation aussi au jury. Au jury, bah oui. Il va aider à déceler les pièges dans lesquels pas tomber, comment se présenter en jury, comment avoir la confiance en soi. Voilà, vraiment cette posture aussi de coach, de préparateur sur le jury. Ok, du coup, donc aujourd'hui, à date, en fait, sur toute la première partie, donc là, on recherche donc notre diplôme, là où on va constituer notre livret 1, celle-là, on l'oublie en tout cas, ou en tout cas, il faut trouver quelque chose gratuit pour nous accompagner. C'est ça. Donc là, c'est pas éligible à des financements. La deuxième partie, par contre, on peut être accompagné par des organismes qui le proposent. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aujourd'hui. Tu nous as parlé d'une réforme VAE. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va apporter, du coup, cette réforme? J'imagine pas mal de changements, parce que ce que j'ai compris de mon côté, c'est que l'État a une vraie volonté quand même de pousser ce dispositif qui est la VAE. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 20 à 30 000 VAE qui sont initiés chaque année. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 30% qui arrivent au bout. Alors, c'est des grosses moyennes, hein. Là, je fais des raccourcis, mais c'est à peu près ça. La volonté de l'État, c'est d'arriver à 100 000 VAE par an. Pourquoi? Parce que l'État a cette volonté, on est sur une stratégie de montée en compétences, hein, au niveau de l'État. Donc l'État a vraiment cette volonté d'arriver à qualifier les professionnels, enfin les particuliers en tout cas dans leur travail. Et c'est un biais par lequel l'État souhaite valoriser les compétences des personnes. Donc elle souhaite simplifier l'accès à la VAE. Donc cette simplification, elle va intervenir sur différentes choses. Et là je rembobine. Je reprends le début de notre discussion sur la VAE. Déjà, au niveau des prérequis, il n'y aura pas besoin de justifier d'un an. Voilà, il n'y aura pas de limite. Ok. Okay. Donc déjà, ça, c'est quand même plutôt plaisant, parce qu'il suffit qu'on ait ne serait-ce que 9 mois, on ne peut pas prétendre à une VAE. Aujourd'hui, c'est bête et méchant. Voilà. C'est à un moment bon, bien sûr, je pense que là, c'est plutôt un conseil. Je pense que n'allez pas prétendre à faire une VAE si vous avez fait qu'un stage d'une semaine. Je pense que quoi qu'il en soit, ce sera compliqué. On parle d'un diplôme derrière. Mais par contre, si on estime avoir une expérience conséquente, que ce soit en termes de salariat, de mission, de bénévolat,
ou autre aussi, la réforme va ouvrir aussi, derrière l'expérience, une maman qui est, je vais au plus loin de l'expérience, mais une maman qui estime que derrière, dans l'éducation de ses enfants, il y a des compétences d'éducation Clairement. ou de gestion, elle pourra derrière, si elle arrive à l'expliquer Ou un papa correctement, d'ailleurs. ou un papa, tout à fait, pourra très bien, si elle arrive à l'expliquer correctement, et à faire matcher avec les compétences du référentiel, montrer qu'elle a la compétence. Ouais, Et donc c'est ça ça va qui est ouvrir un génial. petit peu, ça va être Voilà. un peu moins borné que ça l'est aujourd'hui. C'est ça, donc fermer les 1 an, beaucoup plus de souplesse aussi dans la preuve contractuelle de l'expérience, puisqu'on est plus sur... on va accorder beaucoup plus de crédit au livret 2 en réalité, à l'explicitation de l'expérience. Donc le livret 1 sera beaucoup plus souple, beaucoup moins compliqué à mettre en œuvre. Il sera d'ailleurs éligible à l'accompagnement, du coup dans la totalité. Et ce qui est compliqué aussi aujourd'hui, c'est des fois cette capacité à aller trouver une certification et un centre certificateur. Là, l'État a développé une plateforme qui pour l'instant est bêta-testée, qui s'appelle Reva, qui est l'équivalent de mon compte formation, pour ceux qui connaissent. Où en réalité, il y a toutes les petites formations. Voilà. Donc, et là, ce sera une plateforme dédiée à la VAE. Et du coup, on passera par cette plateforme pour demander une VAE et tous les organismes qui ont une certification devront être inscrits dessus pour pouvoir proposer une VAE. Et c'est là-dessus que se gérera toutes les inscriptions en VAE. donc ça sera aussi simple de s'inscrire à une VAE qu'aujourd'hui une Voilà, formation sur... Et pour la trouver, il n'y aura pas besoin de passer par France Compétences pour aller trouver les RNCP, etc. Donc tout ce qui vous paraissait compliqué tout à l'heure, ce qui te paraissait compliqué quand je parlais de RNCP, etc., là, ce sera simple, il y aura une plateforme dédiée à ça. Tu veux faire une VAE, va là-dessus, tu recherches, quoi qu'il en soit, tu ne te poses pas la question de savoir si c'est un diplôme éligible, nanana, ce sera dessus. Ok. Et tout ce qui sera dessus sera éligible. Cette plateforme mettra forcément du coup en relation avec les organismes et on pourra faire une demande directement sur la plateforme. Ah, ça c'est top. Et là, fini les délais de 2 mois, c'est 1 semaine pour l'organisme pour réagir. Ça va être Si chaud au pour bout- les organismes, non? Ouais. Du coup, chaud pour les organismes, mais beaucoup plus simple d'accès pour les candidats. Et si au bout d'1 semaine, il n'y a pas de réponse, ça vaut acceptation. Donc, la phase de recevabilité, autrement appelée livret 1, sera beaucoup plus simple d'accès. Ok. Et on Il veut y aura vraiment... toujours un matching des compétences à faire malgré tout, hein. Même s'il est plus light et plus souple. Voilà, c'est ça. Il y aura toujours un matching, quoi qu'il en soit. Il faut prouver que les compétences du référentiel, on les a. Par contre, les moyens de preuve de ces compétences seront beaucoup plus souples. Et comme je te l'ai dit, ça peut même aller jusqu'à prouver que sur une expérience personnelle, on a la compétence. Voilà. Donc ça, très intéressant. C'est à peu près tout, si j'oublie rien. Au niveau cette réforme. des financements, ça va changer quelque chose ou Alors, comme je l'ai expliqué, au niveau du financement, l'ensemble de l'accompagnement sera éligible à des financements. Et non plus juste la deuxième partie. Ah oui, c'est un gros changement, ça, quand même. Ce qui aujourd'hui a un non-sens, parce que la personne, quand elle veut se faire accompagner, souvent c'est le début qui est compliqué. Bon, même si la phase 2 est compliquée aussi à l'heure actuelle, il y a besoin d'un soutien, plus d'un soutien que d'une vraie aide. Mais en réalité, c'est dès le début aussi qu'il y a besoin de prendre en main et d'accompagner la personne. Donc ça a beaucoup plus de sens et effectivement, la totalité de l'accompagnement dès la première phase sera finançable par différents intervenants. J'y viendrai juste après. Autre chose également qui change, et petit détail pas anodin, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire une VAE et qu'on est salarié, on peut demander, c'est dans le code du travail, à son employeur un congé de 24 heures pour faire une VAE. Ah, intéressant. Alors 24 heures, pas forcément une journée, ça peut être lycée. Ok, ouais, c'est par période de 8 heures, du coup, 8 heures une journée. Ouais, ça peut être 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Hein. Mais ça dépend Mais combien quoi qu'il en t'es soit, on a ton taux, droit ouais, à ok. 24 heures. Ok. Avec la réforme, on a droit à 48 heures. Voilà, ce sera doublé. Pas mal. Donc voilà, techniquement, ça c'est dans les projets, peut-être que ce sera ajusté encore, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce qui avait été décidé. Donc là aussi, il y aura un plus, une amélioration par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Super Et intéressant. du coup, qui dit ouais. 48 heures, vu que ces heures au niveau de l'employeur sont... c'est proportionnel aussi au montant de l'accompagnement qui peut être débloqué. Puisque ce montant d'accompagnement, il était calé sur les 24 heures, en réalité. Donc on va pouvoir se faire plus aider Voilà, en termes d'aide au financement. exactement, se faire plus aider. Il y aura des accompagnements en tout cas plus conséquents qui seront proposés par les organismes accompagnateurs. Donc en gros, ce que j'en comprends, c'est quand même cette réforme qui arrive, elle vient un petit peu gommer toutes les complexités dont tu m'as parlé tout à l'heure. Et ça va rendre finalement, tout en gardant l'attrait de la VE, parce qu'on a toujours cet attrait d'avoir ce diplôme, de se valoriser,
mais en gommant complètement cet aspect de complexité dont tu nous as parlé tout au long de ce podcast qui est un peu flippant aujourd'hui. Mais du coup, ça m'amène une question qui est quand même, mais est-ce que finalement, je ne dois pas attendre cette réforme si je veux me lancer dans un projet de VAE? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer aujourd'hui, ou alors est-ce que ça sert à quelque chose d'aller jusqu'au livret 2, ou est-ce que je commence à faire mon travail de recherche, voir si finalement j'arrive à cocher pas mal de cases, peut-être me lancer aujourd'hui? Ouais, tout est une question aussi déjà de projet, de priorité. Encore une fois, une VE, aujourd'hui, ça se passe, hein. Il y a d'excellents résultats et d'excellents retours. Donc, c'est pas spécialement problématique. Faut juste bien se faire accompagner. C'est aujourd'hui le hic, c'est cette difficulté à l'accompagnement et du coup, cette difficulté à tout seul entreprendre une VE au vu de la lourdeur administrative. Maintenant, je prends l'exemple du coup de Sensei. Nous, on a mis en place aussi des choses qui font que d'ores et déjà, on peut en toute sérénité aborder une VAE, ne serait-ce que si on attaque par un bilan de compétences, histoire de valider déjà son projet correctement, parce que si ça se trouve, on se rendra compte que on n'a pas forcément besoin d'une VAE pour ce qu'on veut faire. Donc déjà, valider le projet par un bilan qui permettra aussi de renforcer le livret de recevabilité. Ensuite, suivre grâce aux outils gratuits qui sont mis à disposition par Sensei et d'autres choses qu'on peut aussi aller chercher sur Internet ou via des conseillers en insertion professionnelle, des CEP qui sont, on peut les appeler gratuitement, hein, les CEP, qui peuvent aussi nous aider sur le livret 1, gratuitement. Et puis... Donc c'est quand même un moyen de se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a quand même un moyen de se faire accompagner. Effectivement, il y a des choses qui sont mises en place qui sont gérées plutôt par l'État. Donc, exactement. C'est surtout que cet accompagnement au livret 1, donc géré par l'État, géré des fois par des personnes qui ne sont pas ultra au fait aussi de comment on fait. Maintenant, il y a les CEP qui existent et qui sont un recours gratuit. Mais qui dit recours gratuit dit aussi souvent limite. Et du coup, il n'y aura pas spécialement un service, on le voit vite aussi des fois, et c'est pas encore une fois pour leur casser du sucre dans le dos, mais Pôle emploi, des fois, on voit vite les limites, on n'a pas forcément tout le temps des bons retours sur certains accompagnements. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est difficile. Aujourd'hui, il existe quand même des solutions entre le CEP, le bilan de compétences et les ressources gratuites qu'on peut trouver sur Internet. Donc, ça en propose notamment pas mal. De commencer la phase 1, et ensuite, quoi qu'il en soit, Sensei aujourd'hui accompagne sur la phase 2. Ça, oui, dans tous les cas, on retrouvera un certain niveau d'accompagnement dans la deuxième phase. Mais de toute façon, si on se rend compte dès la phase où on investit tout seul, justement sur ce diplôme-là, et qu'on matche un ensemble de compétences, ça sert à rien d'attendre en fait. Ouais, voilà, autant y aller. Puisque de toute façon, si on match, si on match maintenant, oui, on matchera plus tard de manière plus simple. Mais si on match aujourd'hui, autant le faire. Clairement. Voilà. Parce que le décret d'application, encore une fois, il y a les priorités de l'État. Là, il y a eu la réforme de la retraite qui... c'était pas prévu que ça prenne aussi longtemps. Ça a empiété sur beaucoup de projets, donc ça décale. Donc... écoute, en tout cas, on va croiser les doigts pour que ça soit quelque chose qui arrive rapidement, parce que ça va vraiment dans le bon sens par rapport à ce que tu me dis, de démocratiser ce superbe dispositif. En tout cas, merci, c'était super clair. Avant de finir, je pense, est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils pour des personnes qui... ou un petit conseil simplement pour une personne qui aujourd'hui nous a écoutés, a eu envie de valoriser ses compétences et peut-être un projet avec la VAE. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil ? Le petit conseil que je pourrais donner, c'est encore une fois, un projet de VAE, c'est un vrai projet de vie lié à la mobilité professionnelle. Et il ne faut pas avoir peur des fois de se lancer. Alors oui, des fois c'est contraignant, ça va demander un petit peu de temps. Beaucoup moins que de se relancer dans une formation, peut-être. Hein. C'est vrai. Donc on parle ici juste d'administratif. Ne pas hésiter à s'entourer. On connaît tous quelqu'un, même dans sa famille, qui aime bien ça même. Moi ça me dépasse, j'ai une petite phobie administrative, mais ma femme est très pro là-dessus. Donc ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui peuvent déjà nous aider dans ce projet. On a besoin de se faire entourer. On a besoin de personnes qui nous encouragent. Effectivement, une VE, ça ne se passe pas en 3 semaines. Donc on a besoin de personnes aussi qui nous soutiennent, qui nous encouragent dans cette démarche, et du coup se rattacher les services d'un organisme dont c'est le métier qui pourra nous accompagner aussi. Donc moi, toute personne qui nous a écoutés, qui a un intérêt pour la VE, qu'elle nous appelle. On verra déjà d'ores et déjà ce qu'on peut faire pour elle, dans quelle mesure on peut l'accompagner. On la guidera aussi vers d'autres personnes qui peuvent l'accompagner si ce n'est pas de notre ressort, mais qu'elle n'hésite surtout pas à nous appeler. Et puis qu'elle fasse les choix aussi pour se faire accompagner, parce que là-dessus, c'est le meilleur moyen d'aller jusqu'au bout. Oui, en fait, c'est toujours la clé sur pas mal de choses dans la reconversion pro, on le dit souvent.
Finalement, pourquoi est-ce que des entreprises comme la nôtre existent? C'est avant tout pour pouvoir justement pas laisser seules les personnes face à leur projet pro. Donc l'AVE, c'est la même chose. Le bilan de compétences, c'est des personnes qui sont pas bien dans leur travail le plus souvent. Oui. Donc nous, on est là pour les aider parce qu'un travail d'introspection, oui, ça peut être fait seul, bien sûr. Mais d'avoir quelqu'un qui a des méthodes, qui a des professionnels qui sont formés pour ça, ça aide. Et sur l'AVE, c'est exactement la même chose. Et quand je dis en parler aussi, ça peut être en parler à son employeur. Parce que des fois, son employeur, et on le disait aussi tout à l'heure, il a tout intérêt à nous accompagner sur cette démarche pour nous fidéliser et pour nous conserver. On parlait du plan de compétences, c'est une obligation de l'employeur. Tous les 2 ans, on a un entretien professionnel, légalement, avec son employeur. Et lors de cet entretien, on doit faire part de nos souhaits, de monter en compétences. Et l'employeur doit tenir à jour nos compétences, nous former, dans la mesure bien sûr de ses possibilités, de ce qu'il peut faire. Mais il doit entretenir notre compétence. Et la VAE, tout comme le bilan de compétences ou tout comme les formations, sont des outils à utiliser dans le plan de compétences. Et des fois, l'employeur, il faut l'aider parce qu'il ne sait pas trop quoi proposer. Donc si nous, on a un projet, il ne faut surtout pas s'en cacher, en parler à son employeur. J'aimerais passer une VAE là-dessus. Pourquoi pas être positionné sur des missions qui m'aideront aussi à constituer mon dossier. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pas hésiter à en parler à son employeur et à un organisme qui pourra co-accompagner, comme Sensei, avec l'employeur sur la mise en place d'une VAE. Et ça peut vraiment être intéressant. C'est super intéressant parce qu'en plus, ça valorise la personne au sein de l'entreprise et son envie de vouloir rester, d'être elle-même fidélisée. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait. Et puis là, c'est l'employeur aussi qui prend en charge. Il y a des fonds comme les OPCO, il y a le CPF, mais ça, c'est plutôt quand c'est personnel. Il y a Transition Pro aussi. L'entreprise peut tout simplement aussi payer. On sait que ça se fait beaucoup dans la recherche, par exemple. Je sais que moi, j'ai un membre de ma famille, justement, qui justement a fait supporter le coût par son employeur de sa VE parce que tout simplement il a un BTS sauf qu'il fait un travail d'un ingénieur et donc son entreprise a été d'accord justement pour financer le fait que il soit considéré vraiment en tant que tel parce que c'est l'expérience, il avait l'ensemble des blocs et donc alors non, petite anecdote, il doit compléter donc là il est en train de compléter il passe des petites formations pendant quelques mois pour ensuite arriver sur la validation, je l'espère, de sa VE et qu'il soit considéré comme un ingénieur. Parce que forcément, on a parlé de diplôme Bac+3, mais effectivement, un Bac+5, plus le diplôme est important, plus il va y avoir des pâtés de compétences. Bien sûr. Et c'est ça qui est excellent dans sa démarche, c'est que vu que l'employeur est co-constructeur de ce projet-là, c'est génial parce que du coup, ça resserre aussi les liens entre le salarié et l'employeur, ça montre aussi la volonté de progresser. L'employeur du coup finance aussi mine de rien un accompagnement, puisqu'un accompagnement VAE, on va être en fonction des heures d'accompagnement qui vont être allouées, sur un panier moyen environ de 2 000 €. Donc ça peut être quand même conséquent, ça peut être supporté par le CPF, mais si l'employeur peut aussi abonder dans ce sens-là, lui aussi il a des aides. Donc c'est bien aussi que le candidat, s'il est intéressé par ça, puisse le savoir pour rassurer son employeur aussi, lui dire c'est dans le plan de compétences, il y a des aides pour ça, etc. Et derrière tout de suite faire appel à un organisme qui pourra aider bien entendu et l'employeur et le bénéficiaire à organiser. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est pas hésiter à en parler à son employeur parce que à l'inverse de certaines autres choses, c'est finalement quelque chose qui a une valeur, enfin un lien en fait que tu crées avec ton employeur parce que tu veux rester en fait et simplement être mieux valorisé. Merci beaucoup Davy, c'était super intéressant, toi, super clair sur un sujet qui aujourd'hui est très complexe, mais on espère que ce décret d'application sera rapidement en place pour qu'on puisse démocratiser et aider en tout cas à la démocratisation de la VE. Merci beaucoup. Merci à toi Damien. Et à bientôt pour un autre sujet parce que je suis sûr que tu as plein d'autres idées. Avec plaisir. À bientôt.